7h33, un mot sur ce qui se passe à Washington avec cette tragédie aérienne. Il y a une conférence de presse des autorités qui s'en vient. Pour l'instant, une trentaine de corps qui ont été repêchés. Là, on le sait, il y a eu une collision entre un avion civil et un hélicoptère militaire. Ça s'est passé à Washington, au-dessus du fleuve Potomac. Donc, plus de détails à venir. Il y a une guerre commerciale possible, qu'on espère éviter, qui se profile à l'horizon avec le géant, le voisin américain. Comment la Caisse de dépôt et placement du Québec se prépare-t-elle à l'arrivée de ces possibles tarifs douaniers? Charles Hémon, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est en studio. Monsieur Hémon, bonjour. Bonjour. D'abord, êtes-vous inquiet? Bien, écoutez, c'est la guerre possible tarifaire avec les États-Unis. C'est un facteur de plus dans un environnement qui est extrêmement turbulent depuis 4-5 ans. Donc, nous, notre travail, c'est pas de prévoir. Parce que prévoir M. Trump, c'est une job à temps plein. Oui. On ferait juste ça. Peut-être un défi surhumain aussi. Un défi aussi. Alors, ce qu'on fait plutôt depuis plus d'un an, c'est de se préparer à son arrivée et à comment se positionner en conséquence pour à la fois protéger les retraites des Québécois, puis dans le cadre de notre mandat de développement économique, comment aider les entreprises du Québec. Mais vous le dites, là, ça fait 3-4 ans qu'on a des turbulences, ce qui est vrai, puis les marchés, c'est comme ça. Là. Ouais. À la Caisse de dépôt, vous êtes habitué à vous moduler en conséquence. Mais là, il y a quelque chose d'atypique parce que le système financier dans lequel on opère dans le monde, le système économique, les Américains semblent vouloir le bouleverser. Ça, c'est un imprévu que vous n'aviez pas prévu, sans mauvais jeu de mots. Là. Bien, c'est sûr qu'on irait dans une autre zone de turbulence. Ouais. Résumer Trump, c'est une seule chose, puis Mme Fournier l'a résumé un peu tout à l'heure, c'est un choc qui serait stagflationniste. Et sans être technique, pour les auditeurs, c'est quoi? C'est une combinaison de deux choses qui sont contre-intuitives. La croissance baisse, puis l'inflation monte, ce qui n'arrive pas d'habitude. Et ça n'est pas arrivé, à part au Japon ou un peu en Europe dernièrement. Ouais. C'est pas arrivé en Amérique du Nord depuis des décennies et des décennies. Alors, c'est ça qui serait une combinaison exigeante. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit quand vous pensez à cette guerre commerciale possible? Bien, c'est que la stagflation, ce qui arrive, c'est que, comme gestionnaire de portefeuille, après ça, je parlerai de l'économie du Québec, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Alors, la meilleure stratégie, c'est d'avoir un portefeuille diversifié comme on a à travers le monde, à travers plein de classes d'actifs. C'est la clé. Je sais que les marchés boursiers montent beaucoup depuis 2 ans. Ouais. Tout le monde dit j'ai 7 titres technologiques, tout va bien. Mais la diversification va être clé. Parce qu'à ce moment-là, quand c'est la stagflation, tes actifs baissent et puis la dette qu'on doit envers nos bénéficiaires de pension augmente. Ceci dit, on est positionné pour faire face à ça. Et ce qui est difficile, c'est pas tellement le choc tarifaire qui me fait peur, c'est les entreprises en tant que tel. Si on regarde le portefeuille de la Caisse, il y a peut-être 5-6 % de toutes les entreprises qu'on détient qui seraient directement impactées par des tarifs. C'est pas tant que ça. Le choc n'est pas là. Il va en avoir des entreprises qui vont être frappées dans des secteurs particuliers, mais c'est plus le choc macroéconomique de hausse d'inflation, hausse de taux, hausse du dollar américain qui viendrait plus faire mal. Et là, ça, c'est un effet parapluie sur tout le monde. Comment, je vous sors un peu de la finance, là, mais on est en banlieue de ça, là, M. Hémon. Comment on devrait aborder Trump? Comment on fait face à ce feu roulant de menaces, de déclarations, de décisions aussi qui vont à l'encontre de l'orthodoxie politique, financière? Comment on fait face à Trump? Dans une négociation comme ça, le danger, c'est d'essayer de s'expliquer la logique parce qu'il n'y en aura pas. Ça va être quelque chose qui va être une distraction. Il faut essayer de comprendre un peu ses motivations. Puis avant de tomber dans votre réponse, la réponse que je vous dois, je vais juste dire quelque chose. Les États-Unis ont un déficit de 7 % de leur PIB avec des taux qui sont assez élevés. C'est hors norme. Il ne faut pas oublier que si M. Trump met 10 % de tarifs dans le monde entier, faisons un exemple simple. Ils ont 3 000 milliards d'importations. 10 % c'est 300-400 milliards, un peu plus. Il finance 20 % de son déficit annuel. Donc lui, là, Trump, il regarde ça. Vous me perdez un peu, là. Bien, si on regarde, par exemple, tout ce que les importations américaines sont dans le monde, si Trump dit 10 % de tarifs à tout le monde, il va résorber, financer 20 % de son déficit. OK, d'un coup. D'un coup. Donc ça, c'est un élément important. Lui, il regarde ça comme une business, M. Trump. Je veux rentrer des revenus dans ma business parce que j'ai des déficits.
Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est que Trump, il ne faut pas concéder trop rapidement. Si on regarde, vous l'avez dit, les demandes ont changé 3-4 fois en 2 mois. Alors, si on va trop rapidement à concéder quelque chose, on va utiliser des munitions. Le troisième point, il faut réagir puis avoir quand même une posture que, pas de fatalité, les deux économies vont s'en ressentir. Eux, nous, ce serait peut-être une baisse de 3 du PIB. Votre chroniqueuse en parlait tout à l'heure. Eux, ce serait une baisse de 2 de leur PIB. On est leur plus gros client. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des turbulences, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des effets néfastes, mais on a quand même des mesures, des atouts dans notre carte, dans nos jeux, pour pouvoir répliquer à tout ça. OK, M. Aymon, vous êtes un gars de finance. Vous connaissez les gens qui sont en finance. Autour de Trump, est-ce qu'ils sont les conseillers, les futurs secrétaires, ministres, etc., est-ce qu'ils sont aussi loose cannon que lui ou ils ont, disons, une vision plus pragmatique des choses? Bien, il y a tout un entourage qui est différent de Trump 1.0, je dirais, oui. Où est-ce qu'il y a peut-être moins de gens connus dans le domaine mainstream. Mais si on prend, par exemple, Scott Bessent au Trésor ou Howard Lutnick, c'est des gens assez pragmatiques qui viennent du monde de la finance, qui traders d'obligations. Vous voyez que M. Lutnick... Eux, ils ne vous inquiètent pas? Bien, je pense qu'ils peuvent être quand même avec une certaine idéologie, mais ils savent compter, puis il y aurait des impacts. M. Trump, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il veut tout en même temps. Il va avoir des choix à faire. Tu ne peux pas avoir un taux faible d'intérêt, des taux d'inflation faibles, un dollar US faible, des tarifs puis des baisses d'impôts. À un moment donné, quelque chose doit concéder. De l'autre côté, je regardais tout à l'heure, il va y avoir une séquence dans cette négociation-là. Le 1er février, pour moi, il peut y avoir une annonce de tarifs, mais c'est le début d'une négociation. C'est plus le 1er avril où est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place avec le First America First Trade Policy, où est-ce que là, on va voir comment les Américains, avec le décret qu'ils ont signé, veulent tout revoir leurs échanges commerciaux. Donc, vous avez raison, ils veulent revoir des choses, mais une autre chose qu'il faut trouver, c'est est-ce qu'il y a des victoires qu'on peut donner à M. Trump qui, en même temps, ne seraient pas négatives pour nous? Si, par exemple, on dépense plus, on investit plus dans le secteur de la défense, on a un rattrapage à faire. Dans notre secteur, oui. De toute façon, on a un rattrapage à faire. De l'autre côté, ça va stimuler nos entreprises dans le secteur aérospatial de la défense. Puis en même temps, Trump, ça va coûter moins cher dans son budget de défense. Puis en même temps, 80 de ce qu'on va dépenser va aller à lui. Il y a des win-win comme ça. Monsieur Aymon, il y a quelque chose qui me rassure dans la conversation qu'on est en train d'avoir. Vous êtes le président de la Caisse de dépôt, vous connaissez le monde de la finance, de l'économie. Vous semblez me dire que les visions plus pragmatiques vont probablement finir par triompher autour de M. Trump pour lui faire entendre raison. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais c'est ce que je perçois de ce que vous me dites. Oui. Mais avant de se rendre à la logique, il peut y avoir bien de l'illogisme puis de l'idéologie. Je fais juste dire qu'en bout de ligne, dans le décret qui ont le papier qu'ils veulent faire pour réviser les échanges commerciaux avec leurs partenaires, la Chine occupe le tiers du document en question. Oui. Et l'autre chose, je pense aussi, on l'a vu hier avec M. Lutnick, Trump va te demander des pommes, puis en bout de ligne, tu peux lui livrer des oranges, puis il va arriver à ce qu'il veut. Parce que probablement, ce qu'il veut qu'un choc tarifaire, c'est une concession rapide. Lui, probablement que des tarifs qui font peur, pas implantés longtemps, mais qui amènent une concession, c'est le meilleur équilibre des choses. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un choc tarifaire, disons 10 imposé à tout le monde à travers le monde, c'est avec Nixon en 1971. 5 mois après, Nixon a dû geler les prix aux États-Unis. Alors, l'expérience a déjà été faite, et à un moment donné, ils doivent aussi prendre en conséquence ce qui va arriver s'ils portent des gestes de façon permanente. Puis nous, il faut absolument aussi, je pense, un peu élargir nos horizons parce qu'on est peut-être coupable de certaines choses qu'on s'est servi comme béquilles longtemps dans l'économie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que de la trop grande dépendance au marché américain? Celle-là, je dirais aussi de se satisfaire des fois d'un dollar faible qui nous avantage. Pour les exportations? Oui, puis on a un problème, en fait, le problème de fond de l'économie canadienne, c'est un problème de productivité. 20e sur 21 pays à travers le monde, dans l'OCDE, pendant 20 ans. On investit en moyenne 13 000, nos entreprises, 13 000 $ par employé. Aux États-Unis, c'est 35 000. Alors, nous, la Caisse, qu'on veut faire également, s'il y a un choc tarifaire, oui, on va s'occuper du portefeuille, mais comme on a fait pendant la pandémie, quand on a fait un programme de 4 milliards pour des entreprises, on a appelé des centaines d'entreprises, de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider, amener des solutions, vous mettre en contact, on va le faire, ça, si ça arrive. Donc, s'il y a une guerre commerciale avec le voisin américain, la Caisse va être appelée quoi? À soutenir nos entreprises? Bien, toujours dans le cadre de notre mandat de générer des rendements, mais on l'a fait dans la pandémie, c'était un grand succès, puis on serait au rendez-vous encore une fois, c'est notre rôle. OK. Il y a beaucoup d'appels au boycott de produits américains, de services américains, Amazon, etc. Est-ce
est-ce que la Caisse pourrait décider de moins investir aux États-Unis si on était en guerre commerciale avec les Américains? Écoutez, la Caisse, on a à peu près 40 à 45 de notre portefeuille qui est aux États-Unis. Et ce serait une erreur que de ne plus investir aux États-Unis. On ne pourrait pas se retirer comme ça. Parce que c'est un bon marché d'un point de vue financier, de toute façon. Écoutez, on a fait des centaines de milliards avec ce marché-là. Puis, faut pas non plus, faut faire une distinction. Là, s'il faut rencontrer des besoins pour les Québécois dans le bas de laine, il y a eu un exceptionnalisme économique américain depuis une décennie. Et les Américains s'y agissent comme s'y agissent actuellement. C'est parce qu'ils sentent tout le monde plus faible qu'eux actuellement. La Chine est fragile, l'Europe se cherche, puis même nous, on a nos problèmes. Alors, ils en tirent avantage. Alors, nous, il faut régler ces problèmes-là, mais comme investisseurs, les États-Unis vont rester une destination. Ils attirent 70 de tous les capitaux dans le monde dans leur marché financier. Ils ne sont pas 70 de l'économie mondiale. Alors, on va continuer dans ce sens-là. OK. Il y a... M. Legault a dit que tout était sur la table s'il fallait avoir des représailles contre les Américains. On n'ouvre pas le jeu, ni à Ottawa, ni à Québec. M. Legault, en tout cas, le gouvernement a dit, même les vins américains, ça se peut qu'on arrête d'en acheter. Je sais que vous êtes dans des, disons, dans des contrées là, qui sont beaucoup plus vastes, là. Mais si on vous demandait d'être une arme dans l'arsenal économique de représailles au Québec, qu'est-ce que vous répondriez au premier ministre? Bien, je comprends l'enjeu de vouloir avoir... Il va falloir répondre quand même aussi fortement que les Américains parce que, veut pas, il y a un moment où est-ce qu'ils vont vouloir voir si on concède. Puis on a vous n'êtes pas de l'école où on fait le dos rond puis on ne réplique pas? Absolument pas. C'est le temps là, de jouer les coudes dans les airs. OK. Puis c'est un langage qu'ils vont comprendre. Puis il faut rentrer là avec une certaine conviction qu'on est quand même le plus gros client de 38 États. Il y a des gouverneurs américains là, à qui on parle qui vont être très bien placés pour essayer de convaincre à faire Washington. monter le message. Ben oui, parce qu'à un moment donné, le monde va souffrir. Vous savez, des véhicules automobiles qui traversent la frontière là, constamment. C'est la même entreprise. Pénaliser Ford qui est en Ontario, ça pénalise Ford qui est aux États-Unis. Là. Alors tout ça, à un moment donné, va converger. Alors je pense qu'il faut garder ça en tête. OK, mais si le PM vous demandait, écoutez, Charles, on veut utiliser la Caisse pour faire mal aux Américains, qu'est-ce que vous lui dites? On est un investisseur, puis je pense qu'on veut garder la capacité d'investir aux États-Unis. Alors, le but, c'est de ne pas briser nos relations avec les Américains. Je pense que ce serait plus de dire nos sociétés ici au Québec se concentrer à les aider, des projets pour moderniser, pour augmenter leur productivité, leur faire présenter des nouveaux clients. Vous savez, on est investi dans 5000 entreprises dans le monde, présenter des clients futurs à des entreprises du Québec, en Europe, à travers le monde, aider avec un programme, aider au niveau gouvernemental à Washington. Il y a une foule de mesures qu'on peut faire, comme dans la pandémie, qui est un outil extraordinaire. Mais retirer des billes de notre bas de laine aux États-Unis, ce serait se tirer dans le pied. Tout à fait. Dernière question. Je veux qu'on parle d'intelligence artificielle. On est en périphérie de ce qui nous intéresse. La Caisse a pris des positions dans NVIDIA, oui. Qui est un moteur de la recherche sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il y a un joueur qui est venu, semble-t-il, perturber DeepSeek, oui. Qui est une start-up chinoise qui a fait, semble-t-il, aussi bien que les robots conversationnels, avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de technologie. Est-ce que ça vous inquiète? Non, en fait, ça me rassure sur le fait que il faut toujours faire attention à l'euphorie boursière. NVIDIA, on a perdu 600 millions, mais on a fait 3-4 milliards avec ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a pas comme une concentration autant que dans l'indice boursier. Et ça démontre que tout ça peut changer très rapidement. Alors, j'invite encore une fois, nous, comment qu'on doit gérer. Le mandat de la Caisse, c'est pas de devenir riche et d'avoir le plus haut rendement de la façon la plus risquée comme au casino. Le mandat de la Caisse, c'est de pouvoir avoir assez d'argent pour financer les pensions des Québécois. Donc, ça prouve qu'il faut rester diversifié parce qu'il y a toujours un événement d'innovation qui va vite, qui peut changer la donne. Puis ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte actuel, on se parlera pour les résultats probablement dans un mois, oui. La santé des régimes des déposants du bas de laine des Québécois est plus en santé un an plus tard que quand je vous ai vu il y a un an. Alors, dans cette situation-là, on se dit que c'est ça notre mandat. Écoutez, vos propos me rassurent. J'ai l'impression que quelqu'un qui connaît la finance et l'économie nous dit « Calmons-nous, c'est peut-être pas l'apocalypse qui s'en vient. » L'avenir va le dire. Merci d'avoir pris le temps de venir parler à nos auditeurs aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. C'était Charles Lemond, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il est 7h48.